Alors, je voudrais vous présenter une équipe. Hier, je vous ai présenté 3 personnes. Je vous ai demandé la liste de ces personnes-là. Et là, il y a une équipe aussi que je voudrais vous présenter. C'est l'équipe de la Saltac que je vous demande de venir me rejoindre très rapidement. Et tous les partenaires, venez vite, même je veux Vincent, Mélanie et puis Pierre-Anne. Marie-Pierre, c'est-à-dire Pierre-Anne, Christian. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui a été inventé dans l'école en réseau. C'est un service immédiat, du lundi au vendredi en fin de journée. Et l'horaire, c'est de... l'horaire, c'est une belle brochette. L'horaire, c'est de 8h à 4h. Alors, en 5 jours semaine, jusqu'au mois de juin, vers le 15, 20, jusqu'à la fin. OK, merci, jusqu'à la fin. Ce service-là est actif. Alors, si vous avez besoin de répondre, il ne faut pas se gêner, parce qu'ils sont payés pour ça. N'est-ce pas, Thérèse? Ils sont payés pour répondre à vos questions sur le plan pédagogique, organisationnel, des idées, des jumelages entre commissions scolaires, parce qu'ils ont la vue, ce sont de grands voyeurs, ils ont une perspective vraiment provinciale, nationale et internationale sur les types d'activités sur lesquelles les contributions peuvent se créer. Alors, ils peuvent répondre à vos besoins sur le plan technique, mais il faut aussi les questionner sur le plan pédagogique parce qu'ils ont tous cette expertise-là. Avez-vous des choses à dire? Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Lorsqu'on a eu notre première rencontre, tu te souviens, Jacques, au mois de mars-avril, l'équipe ici a fait une demande. Et ils ont dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Christine Hamel. Christine Hamel, que tout le monde connaît dans le réseau parce qu'elle est du départ. Alors, l'an passé, on a eu le plaisir, le bonheur d'entendre Stéphane. Et cette année, c'est un bonheur d'entendre les propos de Christine. Alors, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je savais qu'un jour ça allait arriver. Je n'étais pas encore prête, par exemple, mais je ne peux pas dire non aux gens des fleuves et lacs. Ben, pas grand monde, dans le fond, mais voici. Alors, me voici. Alors, pardonnez, je suis plus nerveuse qu'à ma soutenance de thèse. Alors, je vous présente aujourd'hui, je vous mets un peu en contexte. Il y a des spots en plus. Je vous ai fait vivre ça, ceux à qui me demandaient de travailler à la section de transfert. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, je vous remets en contexte. Moi et Stéphane, on était invités cet été à aller à l'Université de Nantes présenter un peu ce qui se faisait au Québec en matière d'intégration des technologies, puis aussi de mettre en perspective le modèle qu'on exploitait. Et puis, j'ai dit à Stéphane, je me rappelle, à Stéphane, je ne peux pas croire, je vais encore écrire un article juste sur le juste à temps, dire qu'on a une salle, les personnes que vous avez vues, qui soutiennent les enseignants. Donc, ce que je vous présente, c'est l'article qu'on a présenté là-bas. C'est une rétrospective, dans le fond, de ce que ça a fait le dispositif de développement professionnel dans l'école en réseau depuis 2002. Donc, j'espère que ça va vous aider à voir le chemin parcouru, mais aussi ce qu'on peut encore faire ensemble, parce que je pense qu'on a encore plusieurs années où on va pouvoir avoir beaucoup de plaisir. Donc, je vous présente ça. Il y avait une problématique au départ dans les IA. Je vous rappelle, Thérèse vous l'a dit hier, mais il y avait la réforme du curriculum aussi qui était en place en même temps. Donc, on était vraiment dans un contexte hyper favorable. Nous, on n'avait pas perçu à ce point à quel point les enseignants vous étiez isolés au niveau professionnel parce que le ministère, par exemple, disait vous allez travailler en équipe cycle. Bien, l'équipe cycle, c'est moi. Donc, on n'avait pas perçu qu'il y avait une si grande réalité multi-âge. Je me rappelle la première fois qu'on était arrivé dans une classe, première, deuxième, troisième année. On a dit, OK, il faut voir un peu tout ce qui existe. Donc, il y avait contexte de classe multi-âge qui était un peu une découverte pour nous comme équipe de recherche aussi. Et pour ce faire, on a mis en place un dispositif de développement professionnel innovateur, puis il fait encore envie dans le monde, c'est-à-dire qu'à toutes les fois, que ce soit moi, Thérèse, Stéphane, Alain ou Sandrine, les chercheurs de l'équipe qui présentent le dispositif de développement professionnel dans l'école et moyens en réseau, ça fait très envie, puis c'est toujours est-ce qu'on est capable de faire ça, c'est quoi les moyens pour y parvenir. Donc, il est envié, mais pas encore assez copié.
Donc, le modèle, je vous le rappelle, pour ceux qui se joignent à nous aussi cette année, c'est un modèle de juste à temps, puis ça tombe bien que Solange ait présenté les gens avant, les étudiants gradués, dans le fond, qui vous accompagnent tout au long de l'année. C'est un modèle où il y a des personnes qui sont disponibles en ligne, autant pour les enseignants, les directions d'établissement, les techniciens aussi, les directeurs de services informatiques, donc toute la journée. Mais c'est surtout un modèle important qu'il faut faire ressortir au niveau de la collaboration université-milieu. Pour nous, la recherche, ça se fait avec les milieux, ça ne se fait pas dans les universités, donc c'est un modèle qui est important à ce niveau-là, puis qui illustre bien comment l'université et le milieu de pratique ont besoin mutuellement l'un de l'autre pour progresser. Aussi, ce modèle-là, il tient compte des interactions qu'il y a eu aussi dans les commissions scolaires. Donc, ce n'est pas juste l'université qui a aidé au développement professionnel, mais dans chaque commission scolaire, il y avait des personnes aussi pour aider. Donc, les résultats que je vous présente, on a fait un retour sur les 8 premières années d'école en réseau pour voir le chemin parcouru en fonction d'un cadre théorique. Ça va être mon mot le plus scientifique. Pour un cadre théorique qui est important en développement professionnel, le cadre de Gosky, qui permet de voir un peu qu'est-ce qui a permis le modèle de développement professionnel, le dispositif, qu'est-ce qui a permis d'atteindre comme résultat. Au début, c'est un modèle que moi, j'aimais pas parce que c'est un modèle qui disait on va évaluer le dispositif de développement professionnel. Moi, j'aime pas le mot évaluer, là, vous le savez en plus, mais c'est vraiment, on va éclairer nos avancées. Donc, parce que la plupart du temps, quand on offre du développement professionnel, peu importe que ce soit en enseignement ou dans d'autres domaines, on valide toujours un peu la perception des participants après une formation. Ils sont satisfaits, 90% des gens sont satisfaits. Tout de suite, à chaud, après la formation, on va dire qu'ils sont satisfaits, puis ça se termine là. On ne va pas voir plus loin c'est quoi les effets dans la pratique des personnes de ce qu'ils ont appris. Donc, la première chose, le premier niveau, c'est vraiment c'est quoi les réactions des enseignants à la suite de la formation reçue. Dans notre cas, en plus, c'est pas toujours de la formation formelle. C'est très rare, en plus, que c'est de la formation formelle. Formation formelle, c'est vraiment quand on s'assoit pendant une journée, puis on nous apprend comment fonctionne un outil. Après ça, il y a le niveau 2. C'est quoi les apprentissages que les enseignants ont fait dans la formation? Qu'est-ce qui reste dans leur discours? Ensuite, niveau 3, le soutien organisationnel. Comment, au niveau de l'organisation, on soutient les personnes pour qu'ils puissent arriver à mettre en place ce qu'ils ont appris? Niveau 4, comment les enseignants, dans notre cas, l'utilisent dans leur pratique? Et niveau 5, est-ce qu'il y a des résultats jusque chez les élèves? On a formé les gens, mais est-ce qu'on est en mesure de voir même les élèves en ont bénéficié? Donc, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire cet exercice-là parce que ça prend du temps avant qu'on perçoive des résultats chez les élèves. Donc, je vous montre un tableau qui sent très mal, mais l'article va être disponible sur le site web. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les 4 premières phases de l'EA, chacun des niveaux de Gosky, pour illustrer un peu c'est quoi qui est ressorti. Là, je change de spot parce que celui est blanc. Donc, vraiment pour mettre en valeur qu'est-ce qui ressort. Ah, ça va, je suis la marraine, non? Parce que là, c'est vert dans mon œil. Donc, c'est ça. Alors, il y avait la. Non, je suis pas bien. Vous savez quoi, c'est ma voix. OK. Donc, la phase 1, je vous le rappelle, la phase 1, c'était la mise en place avec trois commissions scolaires. Phase 2, expansion du réseau. C'est là que la plupart d'entre vous est arrivés. Donc, tous ceux qui sont arrivés en 2004. Phase 3, 2006-2008, on appelle ça la consolidation. On a une masse critique de personnes qui participent. Phase 4, c'est l'accélération qu'on a connue notamment dans 4 commissions scolaires où on a mis en place encore plus de moyens pour voir se réussir l'innovation. Donc, le premier niveau, réaction des enseignants. Tu sais, vous le savez, là, j'y vois vos yeux KF là, quand on vous présente la première fois. Le KF, les outils, souvent la première fois, quand on est arrivé en 2002, c'était encore plus frappant. L'Internet n'était vraiment pas disponible. Donc, c'est sûr que la réaction des participants, la première fois, il ne faut pas toujours s'y arrêter parce que sinon, on ne dépasserait pas le premier niveau. Donc, c'est certain qu'on a appelé ça une expérience déséquilibrante mais transformative. C'est-à-dire que souvent, au début, il y a une réticence. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je vous rappelle qu'en 2002, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le courriel. On vous appelait pour vous dire qu'on vous avait écrit un courriel. Donc, c'était quand même assez... Il y a un très grand chemin parcouru. Donc, au départ, là, les premières réactions, ça a été vraiment une difficulté à associer les technologies à la pédagogie. Ce qu'on appelle l'écran fait écran. Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
je comprends pas. Puis on avait aussi le satellite dans les commissions scolaires, c'est un Internet beaucoup moins performant, les logiciels étaient moins performants. Souvent, ce que je dis aux nouveaux qui arrivent, vous n'avez pas vraiment de problème technique, là, ça n'existe pas vraiment. C'est pas des vrais problèmes. Donc, des fois, on était dans le même local et on ne s'entendait pas. On ne se voyait pas en visioconférence, un à côté de l'autre. Donc, ce qui est arrivé, surtout dans la réaction des enseignants, c'est qu'il y a eu un sentiment important de développement de compétences technologiques, donc les enseignants de plus en plus à l'aise. Ça, pour ça, on va le mentionner tantôt, mais il y a eu des incitatifs aussi. Chaque enseignant avait un portable. Ça a vraiment changé la donne. Les enseignants avaient accès à leur courriel, avaient accès à l'information, pouvaient rapidement se débrouiller par eux-mêmes, puis se brancher. C'est beau dire la salle TAC est disponible, mais s'il faut se rendre au lab pour aller demander de l'aide, nos 20 petits ou nos 12 petits nous attendent encore. Donc, le portable a vraiment permis aux enseignants de se brancher du lieu de la classe pour obtenir du soutien, puis aussi pour faire leurs activités. Nous, ça a toujours été clair qu'il ne fallait pas que ce soit un système de visioconférence à l'extérieur de la classe. Donc ça a vraiment permis de développer un sentiment de compétence technologique, autant chez les enseignants que chez les élèves. Vous avez beaucoup reconnu, notamment, la pertinence du soutien juste à temps à chaque année, puis c'est un résultat qui perdure. Vous reconnaissez que c'est important, que vous voulez préserver ça. Et la pertinence des sessions de transfert national à chaque année, quand vous êtes interrogé là-dessus, ça fait partie des réactions très positives à la suite. C'est un objet de formation, la session de transfert national. Donc, ça fait partie, on le sait que c'est parfois déséquilibrant, qu'on ne sait pas trop comment on va le faire, mais il demeure qu'aujourd'hui, il y a une structure assez fiable de ce que vous reconnaissez comme pertinent. Oui. L'apprentissage des enseignants maintenant. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'une classe multi-âge en réseau. Probablement, on n'avait pas conscience qu'elle allait être à ce point multi-âge. La première phase, on a vu vraiment une forte présence d'activités axées en visioconférence. Donc, beaucoup d'activités en visioconférence, très peu d'activités à l'écrit. Au fil des phases, on voit vraiment une augmentation des activités de co-élaboration de connaissances. Non seulement les activités d'écriture sur le KF augmentent, mais il y a une grande diversité au fil des phases qui entrent en jeu. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste dans un genre d'activité, il y a plusieurs types d'activités qui se passent sur le KF. Donc ça, c'est vraiment une courbe importante d'apprentissage. Et en plus, ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque année, il y a quand même environ 50% de nouveaux enseignants qui s'ajoutent à l'initiative, soit parce que certains partent en congé de maternité. Donc, il y a vraiment un fort, comme dans vos écoles, un fort mouvement de personnes membres de l'initiative. Ensuite, ce qu'on a vu beaucoup, puis ça, je le sais que ça a quand même été très axé dans le développement professionnel, une augmentation des questions ouvertes en écriture. Donc, de ne pas poser des questions fermées, mais d'aller vers des questions ouvertes. Présentement, c'est presque plus un défi, c'est-à-dire que c'est rare qu'on va trouver des questions fermées. Nous, comme chercheurs, quand on analyse ce que vous faites dans le KF, c'est toujours des questions ouvertes qui poussent les élèves à investiguer. Et surtout, considération des conceptions initiales des élèves. Présentement, pour vous, ça fait souvent partie de ce que vous dites, ben, je le fais, mais c'était pas si évident que ça. Puis il y a beaucoup de classes où on ne prend pas en considération les conceptions initiales des élèves sur des sujets ou des apprentissages à faire. Donc, je pense qu'il faut des fois se le redire qu'on est quand même en avance sur certains éléments. Et au final, ce qu'on voit, c'est vraiment une combinaison des deux outils. Autant on est parti que c'était la visio qui vous attirait beaucoup, on se rend compte que dans le processus de l'enseignant qui développe des compétences dans les IR, à la fin, l'enseignant qui se sent compétent, il utilise vraiment les deux outils de manière assez équivalente, puis qui se définit comme un enseignant dans une classe multi-âge en réseau. Donc ça, c'est un apprentissage important là, pour les enseignants. Solange? Notamment, ce graphique-là est encore éloquent, puis ça, c'est pour rassurer les nouveaux enseignants. Plus les enseignants gagnent en expérience dans les arts, plus ils en font dans leur classe. Donc, c'est comme l'insertion professionnelle d'un enseignant dans une école quand il débute sa carrière, c'est-à-dire qu'au début, il faut faire des essais-erreurs, on passe moins de temps, mais on voit que les enseignants qui ont plus de 3 ans d'expérience dans les arts passent beaucoup plus de temps à utiliser les outils dans leur classe, donc se sentent probablement plus à l'aise, se sentent plus compétents, puis voient plus. Ce que vous nous dites toujours en entrevue, c'est « je le mets plus à part ». Je le mets dans mon programme, je le fais dans mes activités. Ça ressort tout le temps. C'est souvent une balise très importante pour nous de « Ah, il y a eu une transformation dans le discours de l'enseignant. Lui, pour lui, c'est plus à part. C'est quelque chose qu'il fait présentement dans sa pratique et il est capable d'intégrer tout ça. » Donc ça, on voit qu'il y a quand même une progression, tout comme l'insertion professionnelle d'un enseignant en début de carrière. Il y a la même chose quand on est un enseignant dans une école EA. Solange?
Maintenant, le soutien organisationnel essentiel pour la mise en œuvre, en plus, moi j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, il demeure que la disponibilité des ressources techniques, ça a accaparé beaucoup le début de l'innovation. C'est encore parfois le cas, mais c'est de moins en moins présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les problèmes techniques, je pense qu'on les résout dans la journée. Mais il y a des fois, on faisait, j'avais vu Bernard, regarde la voix de la commission scolaire des Rives du Saguenay, mais des tests éternels. Et là, Bernard, je te vois. Donc, on faisait des tests là, éternels juste pour comprendre pourquoi on ne se voyait pas d'une école à l'autre, comment on allait faire pour se voir d'une école à l'autre. Donc ça a vraiment accaparé beaucoup du temps de l'innovation pour, pas les enseignants, les enseignants aussi, mais aussi pour l'ensemble des services de la commission scolaire. Ce qui a fait la différence, c'est vraiment l'engagement des dirigeants. Il n'y a pas tant de projets que ça au Québec d'innovation où les dirigeants de commission scolaire sont impliqués dans les comités de suivi, connaissent les enseignants qui participent, font le suivi du dossier. Moi, je veux dire, toutes les fois, je dis à mes collègues que j'ai parlé au DG pour trouver une solution à quelque chose, ils me regardent en disant, tu as parlé au DG? Ben oui, il fait partie de l'ensemble. Donc, c'est important l'engagement des dirigeants, puis on l'a dans plusieurs commissions scolaires, puis c'est important de le redire qu'on a besoin de vous, parce que vous avez beaucoup plus d'efficacité quand vous parlez à votre directeur des services informatiques que moi. Et, donc, et le leadership autant de la direction d'école, de la direction de la commission scolaire, mais aussi des enseignants. Il y a plusieurs sites où l'engagement des dirigeants était plus faible, mais c'est les enseignants qui ont porté le leadership, qui ont dit « nous, on veut que ça réussisse », puis ça a mis une pression sur la commission scolaire. Il y a d'autres endroits, c'est la commission scolaire qui a mis de la pression sur ses enseignants, puis il y a d'autres endroits, c'est tout le monde qui a mis de la pression ensemble. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait des gens qui y croient, qu'il y ait du leadership, puis qui s'influencent mutuellement pour y arriver. Et il y a un incitatif, ça prend des incitatifs pour soutenir les enseignants. J'ai nommé le portable, pour nous, là, c'est une balise essentielle, c'est quelque chose qui persiste, mais aussi une reconnaissance du temps dans la tâche, puis c'est quelque chose qu'on martèle encore, peu importe où on explique ce qu'on a fait dans les ER, c'est parce qu'on a reconnu dans le temps de tâche de l'enseignant le temps pour planifier, innover, faire ses activités. Si on vous avait demandé de faire ça les soirs, les fins de semaine, je ne suis pas sûre qu'on serait ici aujourd'hui, donc c'est important de reconnaître que ça demande du temps, que pour qu'il y ait une qualité des activités, il faut que les enseignants aient le temps d'y réfléchir, le temps de se concerter, parce que c'est pas rien. Avec les grilles horaires que vous avez, les groupes que vous avez, donc encore aujourd'hui, c'est une condition essentielle, vous le nommez tout le temps. Il ne faut jamais tenir pour acquis la stabilité technologique, ça vous le savez, mais surtout, il faut surtout se dire que ça prend une continuité dans la stabilité technologique. Donc la difficulté parfois, c'est l'arrivée du matériel tardivement dans l'année, donc l'enseignant est prêt à débuter. Ça, je pense qu'il faut toujours rester à l'affût là-dessus, que le matériel soit là quand l'enseignant arrive dans sa classe, parce que souvent, il est prêt avec ses élèves. Moi, je peux vous le dire, dans Saltac, là, 24 août, on est là parce qu'il y a déjà des enseignants qui veulent leur code KF, qui veulent commencer, qui veulent faire une activité de visio avec leurs élèves. Donc, il y en a qui sont prêts dès la rentrée, qui veulent montrer aux élèves c'est quoi être dans une classe ER. Ressources pédagogiques pour soutenir l'innovation. Nous, on est là, mais il y a aussi des ressources dans les commissions scolaires, puis ça perdure aussi. Il faut que ces ressources-là continuent de soutenir le personnel enseignant, puis ça fait la différence aussi. Mais que ces ressources-là aussi travaillent toutes dans le même sens. Donc, parfois, il y a des tensions entre ce que certaines personnes préconisent. Donc, ça, on les sent encore, mais il demeure que les ressources pédagogiques sont très importantes. Et ce qu'on a observé et qui persiste, c'est la nécessité d'un comité de suivi avec plusieurs types d'acteurs dessus pour assurer le suivi de l'innovation. Donc, les commissions scolaires dans lesquelles ce comité de suivi-là a été maintenu, n'a pas été là juste à l'époque où il y avait de la recherche, mais on le sent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une organisation très importante, c'est très écologique qu'on appelle, de dire qu'ils travaillent ensemble, il y a des directions sur le comité, des enseignants, des cadres de la commission scolaire. Donc, les problèmes se règlent beaucoup plus rapidement dans ce temps-là, puis les enseignants se sentent moins isolés, puis en témoignent toujours dans les entrevues. Ça, c'est les conditions organisationnelles. Maintenant, l'utilisation des savoirs et habiletés. Donc, une fois qu'on a dépassé nos craintes, qu'on s'est dit « je vais essayer, je vais faire des activités », il demeure qu'on a présentement dans les ER un large éventail d'activités type en visioconférence qui existent, qui sont des activités qui ont permis d'accroître le temps où c'est l'élève qui parle, c'est l'élève qui est dans l'interaction, puis ça, c'est important. On a aussi une augmentation des activités réalisées en sciences et technologies. Puis ça, chaque année, je me dis, il faut vous le redire. Il y a encore des élèves qui ne font pas de sciences et technologies ou presque au primaire. Dans les ER, il y a une forte proportion des activités qui est faite en sciences et technologies, puis ça persiste dans le temps.
Évolution dans les questions posées aux élèves. Donc, il y a beaucoup plus de questions qui sont posées aux élèves. Je me rappelle encore en 2002, quand certains, je me disais, oui, mais pourquoi on ne partirait pas d'une question des élèves? Je me rappelle vos faces. Et maintenant, c'est vraiment, tu sais, j'arrive dans les classes, vous m'expliquez comment vous faites, ça part vraiment beaucoup plus des élèves. La réforme a aidé ça, là. Mais il y a aussi la façon dont vous le faites. Il y a eu un guide pédagogique qui témoigne vraiment de ce que vous faites. C'est les enseignants qui l'ont écrit à l'aide de Stéphane et de Guy, mais il demeure que s'il n'y avait pas eu de pratique en classe, si vous n'aviez pas fait en classe des activités avec les élèves, il n'y en aurait pas de guide pédagogique aujourd'hui. Parce que nous, on a des idées, mais ça prend des personnes pour les concrétiser. Et il y a aussi la mise en place d'un programme court sur la classe multi-âge en réseau, qui est aussi quand même une grande... qui témoigne d'une expertise particulière, donc un programme de 3 cours pour aider les enseignants qui enseignent dans une classe multi-âge en réseau, qui se donne en ligne pour permettre à tous les enseignants qui ont envie de se perfectionner. Solange? Et finalement, ça c'est les activités type, je n'ai plus le temps. Les résultats chez les élèves, le plus important, c'est qu'hier, à la base, c'était l'enrichissement de l'environnement d'apprentissage. Donc, comment, à l'aide des technologies, on pouvait ouvrir les murs de l'école. Puis, le but de la réforme aussi, c'était que les élèves apprennent davantage en interaction. On parlait souvent de l'élève actif, l'élève au cœur de ses apprentissages. Dans les IR, on a ça. Probablement, la première chose qu'on a vue, c'est une augmentation importante des interactions. Les premières années, les enseignants qui étaient participants se rappelleront qu'on a codé l'ensemble des activités en vidéoconférence, combien de temps aux 3 secondes, qui parlait dans l'activité, donc 1, 2, 3, c'est un élève qui parle, donc c'était vraiment, on avait vu une forte proportion en vidéoconférence, c'est l'élève qui parle. C'est l'élève qui est acteur, c'est l'élève qui interagit avec d'autres élèves, donc il y avait une forte augmentation, puis on a vu aussi une rupture du modèle classique de la classe, dont je vous parle souvent, qui est l'IRE, c'est-à-dire ça c'est le modèle qui est présent dans la plupart des classes, autant au Québec qu'en Amérique, puis dans le monde, c'est I, initiative, je pose une question à l'élève, R, l'élève répond, évaluation, je dis très bon, parfait, on passe à une autre question. Donc il y a vraiment une rupture quand ils sont en visioconférence, où les élèves sont vraiment dans un mode où ils construisent, ils s'expliquent les choses, puis même chose dans la classe, quand on observe en face à face, on voit qu'il y a une rupture de cette structure-là. C'est vraiment un discours plus constructif, là, où on ne s'arrête pas juste à évaluer, oui, c'est la bonne réponse, qui a fondé Québec, Samuel Le Champlain, très bien, en quelle année, 1608, très bien. Donc, cette structure-là est beaucoup moins présente. Là, vous riez, mais c'est ça. Il y a beaucoup aussi dans le cadre une complexification du discours écrit des élèves. Puis ça, c'est parce qu'on a posé des questions plus ouvertes. C'est un résultat important aussi, c'est-à-dire qu'au début, on posait une question, par exemple, qui a inventé la bande dessinée? Puis là, moi, j'étais dans la salle TAC, puis j'avais un enseignant qui me disait, ben là, Christine, ça ne me sert à rien. J'ai fait ça dans le KF, puis ils ont tous répondu à Alvin Toffler, 1776. OK? Puis là, il y avait 28 personnes qui avaient répondu ça. J'ai dit, bon, on va trouver une autre question, on va travailler dans les questions où on en arrive, par exemple, au premier, deuxième cycle à demander pourquoi les feuilles changent de couleur, puis que les élèves ont vraiment des conceptions totalement différentes d'une région à l'autre. Bien, c'est grâce aux activités que vous avez faites, mais on a vraiment une complexification du discours écrit des élèves où les élèves remettent en question les idées des autres, donnent des explications plus longues aussi. Donc, tout ce que vous faites dans le KF, dans le fond, on l'analyse. Puis on voit vraiment une complexification du discours des élèves qui écrivaient des petites phrases courtes, qui écrivent des phrases plus longues, qui utilisent des échafaudages, donc une plus grande présence. On a eu aussi, puis ça vous l'avez vu dans les rapports, mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves hier, des écoles hier partaient souvent plus bas dans les tests de motivation, les tests de compréhension écrite. Puis au final, en 2009, ils ont rattrapé et même dépassé les élèves de classe où on passait le questionnaire où on ne sait pas ce qui se passait dans la classe, mais qu'il n'y avait pas une classe hier. Donc, ils les ont rattrapés. Donc, ça, c'est un gros résultat. C'est-à-dire qu'au fil des ans, il y a eu un accroissement dans ces petites écoles-là de ce qui se passait, probablement pas juste dû à l'IR, probablement dû à ce que vous avez fait aussi dans la classe en général, mais il demeure c'est un résultat fort. Et aussi, il y a une année où on a validé comment les élèves étaient capables d'expliquer dans le KF. Donc, on a fait une première entrevue avec les élèves avant qu'ils fassent l'activité pour comprendre ce qu'ils connaissaient d'un domaine. Ils ont fait une activité dans le KF, des fois ça durait un mois et demi, puis par la suite on faisait une entrevue à la fin pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient retenu, quelle était la rétention d'informations. Puis les élèves qui avaient écrit
le plus dans le KF des belles explications, puis qui avaient travaillé le plus dans le KF, sont ceux qui avaient retenu davantage d'informations que ceux qui avaient vécu une activité en classe plus à l'oral. Donc, ça a bien démontré un peu qu'il faut continuer à utiliser l'écrit. Il faut les faire écrire davantage pour qu'ils puissent retenir. L'écriture, c'est un acte d'émancipation et de rétention important, puis ça l'avait bien démontré. Je pense que j'avais fini. Ah oui, nos défis. Parce que vous savez, je ne veux quand même pas rester sur juste ce qu'on a fait, je veux qu'on aille plus loin. Alors, conditions organisationnelles, il faut s'assurer de la présence des conditions tous les ans. Il ne faut pas prendre pour acquis que parce que ça fonctionnait l'année passée, ça va fonctionner l'année d'après. Toujours quelque chose de bizarre qui arrive sur un système informatique. C'est comme ça. Ça va être de même tout le temps. Il faut moduler aussi les conditions en fonction du degré d'avancement de l'enseignant. Il y a des enseignants qui ont besoin peut-être de moins de temps, plus de temps, donc de moduler, de ne pas s'attendre à ce que ce soit équivalent pour tout le monde. Il y a des enseignants qui ont trouvé des façons de fonctionner. Il y en a d'autres, il faut les aider juste à jumeler. Ils n'ont pas de partenaire, il ne faut pas les laisser seuls. C'est pas si facile que ça de trouver un jumelage, quelqu'un avec qui ça va bien fonctionner, avec qui on va bien collaborer. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il faut vraiment, il y a la salle TAC, mais ensemble, il faut se poser des questions. Quand on a des nouvelles personnes, il faut peut-être des fois les accueillir dans nos activités. Viens, on va en faire une première ensemble, tu vas voir que ça peut fonctionner. Parce que souvent, c'est le jumelage. On voit que c'est au jumelage que ça accroche. Le jumelage, je le dis souvent, mais c'est une bonne mayonnaise. T'sais. On peut facilement la râper avec un petit peu trop d'huile ou d'autres ingrédients, là, que je ne me rappelle plus par la nervosité. Donc, ensuite, l'apprentissage des enseignants, c'est un défi chaque année. Je suis une arrivée très heureuse de nouveaux enseignants, mais ça pose des défis au niveau de la formation, accompagnement, jumelage. Donc, il faut en tenir compte. Il ne faut pas faire comme si c'était acquis, parce que chaque année, vous l'avez vu hier, la moitié de la salle est nouveau. Donc, il y a tout le temps des nouvelles personnes, ils ont droit à un accompagnement de qualité, puis ils ont le droit aussi à avancer à leur rythme. Il faut les accueillir, il faut les aider, mais surtout, il faut les soutenir. Nous, ce qu'on a observé, c'est vraiment au niveau du jumelage, souvent que ça achoppe. Je veux le faire, j'ai personne. J'ai personne. Comment je fais? Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Et bien entendu, la collaboration de connaissances à l'écrit. Chaque année, je le sais, le KF, vous n'êtes pas certain, mais il demeure que c'est là qu'on a les résultats le plus forts dans l'école éloignée en réseau, au niveau des apprentissages des élèves. Puis, au niveau mondial, dans nos publications, on a une reconnaissance, puis c'est grâce à vous, c'est parce que vous avez fait des activités avec vos élèves, de la qualité des apprentissages que font les élèves. Puis ça, bien, il faut continuer à le faire ensemble. Puis c'est certain qu'au début, ça peut sembler un peu plus ardu, mais vous allez voir, ça donne vraiment des résultats. Puis ça, c'est le bilan, c'est ça qui donne surtout, c'est de voir que au fil des ans, ça a donné des résultats chez les élèves, mais aussi chez les enseignants qui ont développé une compétence à le faire. Mais rappelez-vous le graphique, c'est normal que la première année, tout ne vous semble pas évident. Ça prend 3 ans. Et apprentissage des élèves, ce qu'on a observé l'an passé, puis ça, on se questionne, est-ce que c'est VIA qui a amené ça, la façon dont il est fait, mais il y a vraiment un retour, ou le PNI, là, on n'est pas assez au courant de votre équipement, mais il y a vraiment un retour dans les activités de visio de l'enseignant en avant. Donc, avant, on avait 50 à 60% des activités, c'était les élèves entre eux qui travaillaient en visio avec leur petit casque, qui se posaient des questions, qui travaillaient sur des projets communs. Là, il y a vraiment un retour d'enseignant en avant. On se dit, si tu VIA, tu sais, à la visite, c'était pas très attirant de faire ça en avant de la classe sur un PNI. Il n'y a pas de PNI, mais c'était pas un outil qui favorisait vraiment ça. Donc, on vous a-tu donné un outil trop performant qui vous ramène à l'avant? Ça me questionne. Mais il faudrait revoir davantage, parce que c'est ça qui donnait des résultats, c'était les élèves qui s'expliquaient entre eux des choses, qui travaillaient entre eux sur des problèmes, qui travaillaient entre eux en français, qui construisaient un texte à distance. Donc c'est ça qui avait donné le plus grand nombre de résultats, parce que n'oubliez pas que les élèves, leur plus grande difficulté dans l'apprentissage, c'est que vous connaissez parfaitement la matière, vous l'expliquez bien, mais eux aussi doivent être capables de l'expliquer bien. C'est vraiment, quand ils étaient en visio, on voyait ce potentiel-là s'exprimer. Tandis que là, si on revient en avant de la classe, c'est peut-être un petit aller-retour pour retourner à l'élève, puis ça, ben, c'est quelque chose que j'aime. C'est peut-être l'outil aussi qui crée ça. Il faut peut-être trouver des solutions dans l'outil, mais il y a un retour là-dedans, donc il faut retourner à plus d'activités élève à élève, parce que c'est ça qui donnait davantage de résultats. Je ne vous dis pas de ne pas faire de co-enseignement, je sais que vous adorez ça, vous entraidez, mais essayez de voir comment les élèves peuvent davantage en faire, puis continuer à amener les élèves à s'expliquer les choses à l'écrit, parce que ça, c'est le résultat le plus fort qu'on a dans les ER présentement. C'est le résultat qui a vraiment plu à plusieurs, notamment le MEL, c'est pour ça qu'il continue là, de nous aider, parce que c'est le résultat le plus fort, c'est-à-dire que les élèves, quand ils écrivent à propos de leurs idées, quand ils améliorent leurs idées, ils entrent dans un processus où ils sont
acteurs de leur apprentissage, puis ils sont vraiment cognitivement impliqués et engagés. Donc, c'est très important de continuer à faire ça. Alors voilà, c'est tout.